Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 8e étape de la Vuelta. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, il y aura le grand résumé du jour, comme lors des étapes où il se passe beaucoup de choses, il y aura la note de l'étape et puis les coureurs au top, les bonnets d'âne, comme d'habitude sur cette Vuelta. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous avez aimé, qui vous avez déçu sur cette étape. Peut-être encore Kianaute, ou peut-être d'autres coureurs du côté de la Visma Leasebike. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, vous pouvez également rajouter la petite cloche, cliquer rapidement sur les miniatures. Comme ça, ça met en avant également la vidéo sur les réseaux sociaux, hein, tout simplement, du côté de la chaîne. On commence tout de suite cette vidéo. On va commencer par un point, déjà avant le résumé du jour, on va commencer par un point qui m'a passablement énervé aujourd'hui. Encore une fois, les problèmes de la réalisation, les problèmes d'organisation, même aussi du côté de Radio Course, parce qu'on n'a pas les infos des chutes. Ça, c'est quand même terrible. On a une chute de 40 coureurs aujourd'hui. Enfin, je sais pas, 30-40 coureurs qui sont tombés. On a vu Vlasov, Sepkus, Almeida, il a fallu attendre 4 km pour savoir où il était. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il avait une 40 de retard. Enfin voilà, ça a été assez extraordinaire quand même. Je trouve le manque d'anticipation de la réalisation. Voilà, toutes les chutes, ça a été compliqué de savoir. Même Van Aert, on voit à peine la chute. Qui connaît, bon, on voit un peu plus la chute. Mais je trouve que compliqué la réalisation hein, sur cette Volta, que ça soit les caméramans, mais là je trouve que beaucoup d'erreurs c'est la réalisation parce que les caméramans doivent filmer et je pense que c'est le réalisateur qui décide de ne pas aller sur ces caméras là. Donc la version espagnole de Anthony Forestier, j'ai oublié de regarder Forestier en espagnol comment on le traduit, Google Trad. On va faire ça tout de suite. La version espagnole, alors, Forestier en espagnol, tac 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 tac, où je vais le trouver, espagnol, c'est tout en bas espagnol, hop là, voilà. Ah c'est plus compliqué, c'est Antonio Silvicultura. Ah c'est... Ah, Antonio Foresto, ça m'aurait préféré, ça m'aurait arrogé. Ah oui, en plus j'ai mis Forestière, c'est Forestier. Hein. Ah non, voilà. Je disais bien qu'il y avait un problème. Anthony Bosque. Eh ben, c'est pas comme Del Bosque, hein, au niveau de la réalisation. C'est compliqué pour Antonio Bosque. Bon, bah oui, parce que là, on rate tout. Hein. Cette année, quand même, c'est encore le Giro qui a été le mieux réalisé des 3 grands tours. Ça fait 2 années que c'est comme ça, quand même. Alors que, pourtant, il y a des trucs à redire encore sur le Giro. Mais je crois que c'est vraiment le grand tour où j'ai le moins de trucs à dire. Et pourtant, j'en ai à dire. C'est pour vous dire qu'il va falloir quand même un petit peu se bouger les miches du côté des réalisateurs sur les étapes de grand tour, parce que là, c'est vraiment catastrophique. Bon, le résumé de la journée. Résumé de la journée, on partait pour cette étape numéro 8 aujourd'hui. Et ça a commencé, je ne sais pas pourquoi j'ai mis même étape 10 sur mon petit papier, je corrige. Sinon, ça va me perturber. On commençait avec l'abandon d'Elie Gebert qui ne prenait pas le départ. Voilà, je l'avais mis en grosse cote. Je vous avais dit que j'étais pas vraiment convaincu par le projet. On a eu la confirmation. Étape qui était très courte, hein, 159 km et du kilomètre 1 à 158 km de l'arrivée. On avait une attaque avec Marc Solé et également Juaresti qui était rejoint par Kobe Gossens et Jesus Herrada. Non, Rosé Herrada, pardon. À 150, je confonds toujours les deux, c'est terrible. À 156 km de l'arrivée, mais pour moi c'était Rosé. Parce que Réseau, je crois, a pris sa retraite, je crois me rappeler. À 156 km de l'arrivée, tout ça a été repris. On avait à 145 km, alors il y a eu quelques attaques, mais pas vraiment des choses très intéressantes. On avait Pau Mikel, mais il était repris à 142 km de l'arrivée. Là, on avait une tentative avec 32 coureurs, dont Wout van Aert. Mais derrière, la Red Bull contrôle et reprend également cette attaque. Nouvelle attaque avec de nombreux coureurs à 131 km de l'arrivée. Là, 31 coureurs à l'attaque, mais repris 5 km plus tard. À 126 km de l'arrivée,
Nous avons l'attaque de Yon Izagirre avec Byström, Sandro Meurice avec Ruiz et Guglielmi, le coureur de la Groupama, mais c'est repris 6 km après, à 117 km de l'arrivée. Vous avez Mauro Schmidt qui attaque, mais il est rejoint par Quentin Paché, par Lem Reise. Tout ça est repris. Nouvelle tentative de Mauro Schmidt à 110 km de l'arrivée avec Terrada et Lem Reise. Eh bien, ça sera la belle attaque, la bonne première attaque de la journée, parce que cette échappée va se constituer en plusieurs temps. Parce que Lascano notamment et Samoumen vont attaquer à 101 km de l'arrivée. La vitesse sur cette première heure de course, 49,2 km/h, ça a encore bombardé en début de journée. À 94 km de l'arrivée, donc une échappée de 8 coureurs s'est formée. C'est la bonne échappée du jour avec Yon Izagirre, Oyar Lascano, Mauro Schmidt, Samoumen, Harold Terrada, Luca Vergalito du côté de la Alpecin, Mathis Lebert également du côté de l'équipe Arkea. Vous avez également Lem Reise de nouveau à l'attaque. Derrière, ce n'est plus Bora qui mène le peloton, mais Israël. On se demande si c'est pour Michael Woods, si c'est pour Richie Tello, ou si c'est pour Dylan Teuns encore à ce moment-là. L'écart max sera de 5 minutes parce que c'est bien contrôlé. À 60 km de l'arrivée, Lem Reise, qui pourtant avait fait beaucoup d'efforts pour arriver dans cette échappée, eh bien, sera lâché. 54 km de l'arrivée, les 7 hommes de tête arrivent au Puerto Mirador de Las Palmas et c'est Mauro Schmidt qui passe en tête. Mauro Schmidt qui fait un petit écart parce qu'à 49 km de l'arrivée, il a 6 secondes d'avance sur Terrada. Samoumen est à 8 secondes avec Izagirre et Mathis Lebert. Vergalito et Lascano sont à 9 secondes. Le peloton à ce moment-là est à 3 minutes 31. Et puis à 47 km de l'arrivée, alors qu'on rentre dans le money time un petit peu, Wout van Aert qui tombe. Il va revenir, mais ça va mettre quand même beaucoup de temps. Il ne sera pas très important autour de Sepp Kuss aujourd'hui à 33 km de l'arrivée. L'échappée est toujours constituée de Samoumen, Vergalito, Lascano, Schmidt, Lebert, Izagirre, Terrada. Et à la 3,32 d'avance, l'écart était redescendu à 3,15, mais il y a eu quelques coups d'accélérateur de certains coureurs, ce qui fait que ça va augmenter au niveau de l'avance. Mais cet écart diminue 2 minutes 40 à 20 km de l'arrivée. À 15 km, l'écart perd 1 minute. C'est notamment Israël qui a beaucoup roulé, mais avec la Red Bull Bora-Hansgrohe, ça commence à accélérer. Là, le peloton est à 1 minute 40 et on a une chute importante avec Aristide Ciccone qui va gêner notamment Almeida. Et ça va avoir son importance sur la suite. Almeida est lâché à ce moment-là. Il va réussir à revenir, mais ça va prendre un petit peu de temps quand même, 4-5 km. À 13 km de l'arrivée, l'échappée n'est plus constituée de 6 coureurs. Mauro Schmidt lâché. Et à 11 km de l'arrivée, sprint intermédiaire, c'est Terrada qui passe en premier, mais aucun coureur n'était dangereux du côté de ce classement de la montagne, mais également du côté du classement du meilleur sprinter. À 10 km de l'arrivée, accélération, Vergalito, Lascano, Terrada partent pour tenter de conserver un petit pécule d'avance avant la dernière difficulté du jour. À 5 km de l'arrivée, l'écart est d'1 minute 16. Alors dès le début de la difficulté, à 4 km 400 de l'arrivée, Terrada attaque, Lascano s'accroche mais n'arrivera pas à revenir. Et nous avons Vergalito qui lui va prendre son rythme et va réussir à dépasser notamment Lascano dans la deuxième partie de la montée. Chute de Sepp Kuss du côté du peloton, un virage en épingle sur la droite qui lance cette montée. Vlasov a été également gêné, mais Bora continue d'accélérer, et notamment avec Primoz Roglic qui va tenter à plusieurs reprises. Dans un premier temps, O'Connor arrive à suivre dans la roue, avec Carapaz notamment, mais O'Connor va se mettre dans le rouge, c'était déjà arrivé sur le Giro cette année, et à 2 km 500, attaque de Roglic. Seul Mas arrive à suivre car Carapaz sera distancé également. O'Connor tente de revenir, mais il n'arrive pas dans un deuxième temps. Félix Gall va même le lâcher en fin de montée. Roglic, Mas reviennent sur Terrada et repris à 2 km de l'arrivée. Et à ce moment-là, c'est un duel entre les deux coureurs. Enric Mas qui prend la tête de la course à 500 mètres de l'arrivée, qui va essayer de bloquer Roglic, mais c'est impossible de battre Roglic. Enfin, surtout Enric Mas a eu beaucoup de mal à battre Roglic dans le final de cette étape et qui reprend du temps sur Ben O'Connor aujourd'hui. L'écart qui descend sous les 4 minutes. Du côté de la note de cette étape, 14 sur 20.
Non, j'ai bien aimé cette étape, mais ça vaut pour moi un 14 sur 20. Voilà. J'ai bien aimé, il y a eu un beau petit suspense, est-ce que l'échappée va réussir à s'en sortir? Et puis, bon, à 20 km de l'arrivée, quand l'écart diminue fortement, le suspense a tenu une centaine de kilomètres, même pas, hein, parce que l'échappée est partie assez tardivement, et j'avais dit si l'échappée met trop de temps à partir, je pense que ça sera compliqué. Je m'attendais pas à ce que Israël roule, et on en parlera. Je m'attendais pas non plus à ce que Israël contrôle la course. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait eu je m'attendais à ce qu'il y ait des gros mouvements de course, mais pas autant d'affilée en début. Et puis encore une fois, une première heure de course qui a été vraiment très très rapide du côté des coureurs. Et puis après derrière, oui, il y a eu un gros spectacle et avec un Roglic attaquant offensif. Et ça, c'est quand même un peu une surprise. Alors, il l'a fait quelques fois sur le Giro quand il était vraiment au pied du mur. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il attaque aussitôt. Je m'attendais à ce qu'il attaque demain. Qu'il suive juste dans la montée finale, mais pas qu'il attaque autant. Là, on sent qu'il a vraiment voulu faire la différence. Il a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. J'espère qu'il ne va pas le payer demain, parce qu'il y a quand même des conditions climatiques qui ne sont pas évidentes, notamment au niveau de la récupération. Mais il a voulu réduire l'écart aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment l'objectif dans le bus. Enfin, ça a été l'objectif dans la voiture quand on a vu que les écarts étaient restreints. Faire l'écart par rapport à Ben O'Connor. Eh bien, ça a fonctionné du côté de Primož Roglic aujourd'hui. Donc voilà, un beau 14 sur 20 pour moi pour cette étape. J'ai pris du plaisir à la regarder. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top, Roglic. Ouais, comme je disais en avant-propos, enfin en résumé de l'étape, c'est la première fois que je vois un Roglic aussi offensif depuis très longtemps. Mais c'est vrai que je me suis rappelé un truc, quand il est au bord du précipice, c'est presque là où il est le meilleur, Roglic. Giro, l'année dernière, les 2 premières semaines de course n'ont pas été fantastiques. Bam, la 3e, c'est là où il devient offensif avec Kuss. Et sur l'avant-dernière, enfin sur l'étape numéro 19 déjà, il fait une attaque avec Sepke, je crois me rappeler, qui accélère. Et c'est presque l'une des étapes les plus passionnantes de ce Giro-là. La Vuelta aussi. Quand il tombe sur la Volta, c'est déjà qu'il a du temps de retard. Donc il essaye de faire la différence par rapport à Remco Evenepoel ce jour-là. Bon, ensuite il se fracasse par rapport à Fred White. Mais j'ai l'impression que Roglic, c'est un peu un coureur à réaction, on pourrait dire. Il y a des équipes comme ça, c'est des équipes à réaction qui ne sont bonnes que quand elles se prennent un but. Ou quand elles sont menées. J'ai l'impression que Roglic, c'est quand il est au bord du précipice qu'il est le meilleur. Je ne sais pas d'où ça vient, ce truc-là. Parce que souvent il a gagné la Vuelta, mais parce qu'il avait foiré le Tour de France avant. Et qu'il était donc pas forcément attendu sur la Vuelta, et bam, il gagnait la Vuelta. C'est surprenant, Roglic. C'est un coureur qui est étonnant. Je pense qu'on pourrait en faire un roman de la vie de Primož Roglic. Il faudrait peut-être en faire des téléfilms pour TF1. Mais ouais, c'est quand même un truc dingue, quoi. Ce coureur-là qui... là aujourd'hui a été excellent. Il a été excellent, Roglic. Et je pense que l'objectif vrai ce matin était peut-être pas forcément de faire une course de ce type-là, n'était pas forcément de remporter l'étape, mais je pense que l'objectif ce matin dans le bus, c'était de faire l'écart par rapport à Ben O'Connor. Je pense qu'il y avait un réel objectif de tester Ben O'Connor aujourd'hui. Il a bien fait, Roglic. Il a bien fait parce que ça lui a permis de reprendre 1 minute, quasiment aujourd'hui, 45 secondes. Et à ce petit rythme-là, tu vois, à 5 minutes à la fin de la première semaine, si demain il n'est plus qu'à 3 minutes et qu'il est dans une dynamique positive où il reprend 2 minutes en 2 jours, la situation devient différente. La différence devient plus... Enfin, certes, Ben O'Connor aura le maillot rouge, mais Primož Roglic aura l'avantage aussi par rapport à ses adversaires, parce qu'on parle de Ben O'Connor. Mais bon, Ben O'Connor peut avoir une défaillance. Ben O'Connor, même si je pense pour moi, j'avais dit il y a 2 jours, il va falloir quand même se lever tôt pour réussir à le remonter. Parce que j'avais dit il ne va pas falloir attendre les 2 derniers jours, les 3 derniers jours pour lancer ses attaques. Mais je ne m'attendais quand même pas à ce que ça lance aujourd'hui. Je m'attendais plutôt à ce que ça lance demain. Mais du côté de Roglic, on a vu aussi une équipe Bora qui a été intéressante. Alors je ne dirais pas que c'était la meilleure, mais ça a été une équipe intéressante dans les 20 derniers kilomètres et qui a su se servir aussi
du travail de la Israël, qui a su profiter du travail de la Israël. Et puis quand ils ont vu que la Israël était peut-être plus vraiment en mesure de revenir, ils voulaient bien que d'autres équipes aident, c'est là où ils ont accéléré le rythme. Mais je trouve qu'ils ont bien joué le coup avec Israël, Roglic, et la Red Bull Bora-Hansgrohe. Et puis après, dans la montée finale, il était vraiment très fort. Il a bien manœuvré avec Mas. Il s'est pas affolé. Moi, je m'attendais pas à ce que Mas prenne la première position. Mais il s'est pas affolé à ce moment-là. Il s'est pas affolé non plus quand Mas a essayé de le bloquer dans les virages. Non, voilà. Après, certains diront il a attaqué quand que c'est tombé. Sauf que l'accélération de son équipier est lancée avant que Kuss tombe. Si la stratégie est lancée avant. Et puis de toute manière, bon, bah voilà, hein, ça fait aussi partie du cyclisme, ça fait aussi partie du sport. Le sport, c'est pas toujours fair play déjà, et ça fait partie aussi du sport d'essayer de gagner en utilisant encore une fois les faiblesses de ses adversaires. Et une chute peut être une faiblesse d'un adversaire. Quand des mecs accélèrent en descente, l'idée c'est que le mec prenne une cassure, mais l'idée c'est aussi de se dire bah, si le mec il tombe, on gagne de la course. Hein. Donc voilà, il y a aussi cette idée-là derrière la tête. Et je dis toujours, oui, ça fait partie du cyclisme. Encore une fois, je vais me répéter, je l'avais déjà dit il y a quelques temps. Pour moi, Contador, ce qui m'avait énervé face à Andy Schleck, c'est pas qu'il accélère à ce moment-là, c'est qu'ils disent oh bah non, je l'ai pas vu. Alors que c'était complètement con, il l'avait vu. Et c'est pour ça qu'il accélère encore plus fort et que ça le motive encore plus. Assume, voilà. Là, du côté de Roglic, pour moi, je ne sais pas ce qu'il a dit en après-course, Roglic, mais pour moi, Roglic, de toute manière, l'offensive était déjà lancée. Et je suis même pas sûr que là, qu'il soit vraiment aperçu tout de suite de la chute. Alors, tu vois un moment qu'il regarde derrière et qu'il voit que c'est loin et est tombé. Donc, il se dit, on continue. Mais je suis même pas sûr qu'il soit aperçu quand la chute a lieu. Je pense que ça a attendu 2-3 secondes avant qu'il s'en aperçoive, parce qu'il était devant. La chute est déjà sur des coureurs qui ne sont pas hyper bien placés, hein, qui sont au-delà de la 10e, 15e place. Avant d'affronter la montée finale. Mais oui, Roglic aujourd'hui, très très bien. Très très bien. Moi j'ai apprécié de le voir, et Roglic, ça reste l'homme de la Vuelta quand même. Hein. C'est assez extraordinaire comment il arrive à performer sur cette course. Vergalito, moi j'ai bien aimé son échappée à Luca Vergalito. Parce que c'était une belle échappée. Hein. Je rappelle encore une fois les noms, donc Lem Reise, mais qui lâche assez vite. Mathis Lebert, là aussi c'était pas mal ce qu'a fait Mathis Lebert. Mais quand tu regardes, il y avait quand même Samoumen, qui n'est pas qui est un coureur qui est quand même de l'expérience et là depuis quelques années. Lascano, on sait que dans les échappées, il est costaud, hein, même si je pense que Lascano est un petit peu fatigué, mais là il a bien tenu la baraque. Yoni Aguirre, coureur, on sait qu'il est dangereux, c'est un peu comme Herrada, c'est des coureurs qui sont dangereux dans des échappées. Terrada, là aussi on sait que c'est un coureur qui est plein d'avenir et qui est vraiment intéressant. Et puis Mauro Schmidt qui retrouve des couleurs sur ce Tour d'Espagne, parce qu'il avait été assez discret depuis le début de saison, Mauro Schmidt. Et on rajoute à tout ça le petit Vergalito, qui on sait est un grimpeur prometteur, hein, c'est ce qu'on nous dit chez Alpecin, mais qui reste un coureur qui a certes 26 ans, mais vous ne fiez pas à son âge. C'est un coureur qui est passé par la Swift Academy, comme Jevine notamment. En 2023, il est passé par l'équipe de développement Alpecin, avec des bons résultats, hein, vainqueur de l'Obsterreich Rundfahrt, course qu'avait remporté, je crois me souvenir, Alexis Guérin, il y a 3 ans, je crois. 28e sur le Tour d'Autriche, avec l'équipe Alpecin à ce moment-là. Vainqueur également de la Province Cycling Tour en Belgique. 10e du Giro della Regione. Vainqueur d'une étape à Sori des Sopra. 9e de la dernière étape du Tour du Luxembourg. Aussi. Et puis 6e de la Flèche Ardennaise, par exemple, dans ses résultats. Et puis là, depuis le début de saison, on l'a beaucoup vu comme équipier. Roulé pour ses leaders, mais 17e du Tour de Lander, par exemple, 17e du Tour de l'Algarve aussi, alors qu'il ne fait pas un super chrono par exemple, mais 16e à l'Alto do Malao. Donc voilà, ça fait quelques résultats. 12e du Tour de Norvège aussi. Puis j'ai envie de dire que s'il a la même carrière que Jevine au début ça commençait calme chez Alpecin, et puis ensuite ça a bien progressé. C'est déjà sa 2e échappée
Il avait fait 126 km du côté de Junqueira, et puis là, donc à Cazorla, 95 km d'échappée dans cette 12e étape. Il finit 12e aussi, hein. Donc Alpecin, je pense, doit être content, parce que c'est pas souvent que sur une épreuve, sur une étape compliquée, Alpecin ait réussi à être performant. Il avait été également sur le Tour du Pays Basque. Au mois d'avril, pardon, j'ai eu un bâillement. Mais ouais, c'est un bon résultat là aujourd'hui, hein, 12e d'une étape de la Vuelta pour sa première année chez les pros. C'est un coureur qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Peut-être que ça va changer la donne du côté d'Alpecin ou que d'autres équipes vont être intéressées. Des petites équipes italiennes qui pourraient se dire bah tiens, Vergalito, 26 ans, Swift Academy, c'est peut-être un grimpeur d'avenir. Alors par contre, il a un physique qui est atypique, Vergalito. Parce que je me disais que oui, il était quand même pas mal grand quand je le regardais par rapport à Yannis Aguirre à un moment dans l'échappée. 1m90 pour 67 kg, c'est-à-dire c'est un profil crevette. C'est un profil à la Romain Bardet, ou à la Kreuziger aussi, qui était plutôt les longs, les coureurs longilignes filiformes. On est un petit peu revenu en arrière, hein, du côté des grimpeurs, parce que c'est vrai que dans les années 2000, putain, il fallait être de plus en plus grand et de plus en plus maigre. Il y a eu un peu une mode comme ça. C'est Chris Froome, même Wiggins qui faisait 1m93, je crois, de tête, Wiggins, qui doit peut-être être le vainqueur de Tour de France le plus grand de l'histoire, Bradley Wiggins. J'ai jamais eu la stat, mais je pense que c'est le cas. Et Vergalito est sur ce profil-là, on est un peu revenu en arrière, parce que le problème de ces coureurs-là, c'est que pour être performants en méthane, ils sont obligés d'être maigres. Quand tu es maigre, c'est dire que tu manques de puissance. Voilà, donc c'est un désavantage sur les chronos, parce que voilà, t'as pas forcément l'avantage en termes de taille, mais c'est aussi un désavantage sur les montées punchy. Donc c'est pas forcément le physique idéal. C'est des coureurs qui ont parfois du mal à changer de rythme aussi rapidement. Donc c'est pas facile, voilà, ce type de coureur là. Bon, aujourd'hui il fait 12e. Je trouve qu'il a bien géré en plus la montée finale, parce que Lascano suit tout de suite Terrada. Lui il décide de pas suivre, de suivre son propre rythme. Ça lui a plutôt bien réussi, parce que Lascano aujourd'hui il finit 51e quand lui finit 12e de l'étape. Ça a plutôt été une bonne idée de ne pas forcément suivre Terrada. Et vous voyez que l'écart qu'il a pris au début par rapport à Terrada, c'est quasiment l'écart à l'arrivée, parce qu'il y a 12 secondes entre les deux. Donc voilà, belle étape de Vergalito. Puis je termine avec Enric Mas. Je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là sur une étape punchy, Enric Mas. Parce que c'est pas forcément son terrain de prédilection au coureur espagnol. Je trouve qu'il est meilleur dans des cols plutôt de 10 km. Voilà, de 10, ou entre 8 et 12 km, il est pas mal, je trouve, Enric Mas. Là, c'était quand même une vraie montée punchy. Mais déjà, à Pico Budarcas, il avait fait 4 aussi sur une arrivée qui était plutôt qui était assez similaire, on va dire, en termes d'idées. Donc là, bien du côté d'Enric Mas, ça montre que la forme est là. Ça, encore une fois, il s'est préparé pour cette Vuelta. C'est-à-dire que son Tour de France a été pour préparer la Vuelta. Il finissait bien le Tour de France, hein, il faut aussi le rappeler. Je pense qu'il a fait un gros stage en altitude, lui, parce qu'il y avait quasiment un mois entre les deux épreuves. Je pense qu'il en a profité pour faire ce stage en altitude. Et puis là, il y a pas mal de leaders qui se plantent. Lui, il est toujours là. Lui, il n'a pas eu de coup de moins bien pour un moment, Enric Mas. Donc, est-ce qu'il va rééditer sa performance c'était de 2022 notamment? C'est la dernière fois qu'il a fait deuxième. Il l'a déjà fait 3 fois. Est-ce que ça va être le Poulidor du Tour d'Espagne du côté d'Enric Mas? Mais là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà ce qu'il arrive à faire. Et Roglic, il peut aussi avoir un coup de moins bien, hein, parce que j'ai l'impression qu'il est pas sûr de lui, Roglic. C'est rare, hein, même en interview, là, encore aujourd'hui, il dit j'ai eu chaud, je sais pas si je vais être bien demain. Voilà, alors je sais pas si c'est une stratégie de communication pour pas avoir trop la pression sur lui, ou si c'est vraiment qu'il a des doutes parce que la douleur au dos est là et qu'il sait pas trop comment il va la gérer sur la suite de la course. Donc à ce moment-là, Enric Mas, il faudra qu'il en profite. Mais j'ai bien aimé la stratégie d'Enric Mas.
Parce qu'au départ, je me suis dit, mais il est complètement en compte de se mettre en première position. Et après, je me suis dit, oui, mais il surprend Roglic, parce que je pense que Roglic s'attendait à l'avoir dans la roue jusqu'au bout. Et c'est vrai que Mas, il a pas de punch, donc même en se mettant dans la roue de Roglic, je suis pas sûr que ça aurait marché, donc il s'est dit, je tente un coup, le final est assez technique, il y avait pas mal de virages, je vais tenter de le bloquer, ça marche jusqu'à 150 mètres de l'arrivée, mais quand Roglic déclenche, bah Roglic est plus fort hein, sur les forts pourcentages, donc c'est ce qui a fait la différence entre les deux. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, Israël. Israël, première tech. Bah oui, parce que là, la stratégie d'Israël, c'était pour qui vraiment l'étape? Parce que moi je me dis très clairement quand même, quand dans ton effectif t'as Dylan Teuns vu l'arrivée, ça se tente, sauf qu'on le fait rouler. Alors ensuite on a fait rouler tout le monde. Alors après je me suis dit, il tente avec Michael Woods, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que Michael Woods, sur les arrivées punchy type Puy de Dôme, ça avait plutôt bien marché. Mais je me suis dit quand même Woods par rapport à Roglic, Carapaz notamment, j'ai peur que ça soit un peu léger. Du côté... Enfin, le Michael Woods cette année est un petit peu léger par rapport à ces coureurs-là. Oui, il y a 4-5 ans, Michael Woods pouvait jouer avec ces coureurs-là. Donc après, je me suis dit, mais c'est pas pour Etchitelo quand même. Il a perdu du temps, c'est pas le type de montée forcément où il est le meilleur, Etchitelo. Et à la fin, le meilleur Israël de cette étape, c'est George Bennett. Voilà, qui finit 16e de l'étape. George Bennett, hein, quand même. Et qui est... Bennett, il est 13e au général. Donc je me dis qu'on a roulé quand même 100 bornes, à une haute intensité, à des hautes allures, pour George Bennett. J'ai rien contre George Bennett, hein, mais c'est vrai que c'est pas le garçon numéro 1 que j'aurais sorti en termes de nom du côté de Israël. C'est quand même un coureur qui... a passé 2 ans chez UAE, il n'a pas eu un impact énorme. Alors chez Visma, chez Jumbo, il arrivait à s'en sortir sur les classiques punchy, c'est vrai. Il a remporté le Tour de Lombardie et fait deuxième, enfin de Grande Piemonte, pardon, et fait deuxième du Tour de Lombardie en 2020. Mais encore une fois, c'était un Tour de Lombardie qui était vraiment atypique du côté du coureur néo-zélandais. Ça fait quand même depuis 2-3 ans qu'on ne l'avait pas vraiment vu. Le début de saison de George Bennett, moi je l'avais mis plusieurs fois en flop. Je me rappelle du côté de George Bennett, notamment sur l'UAE Tour, mais je l'ai mis plusieurs fois en flop, George Bennett. 15e du Tour de Catalogne, 3e du Tour des Abruzzes derrière Sivakov notamment, 7e de la Mercantour Classique et 3e du Cebu Cycling Tour, 12e du Tour de la Classica Saint-Sébastien, mais qui était aussi très particulière cette année après les Jeux Olympiques qui arrivaient assez tardivement, donc il n'y avait pas tout le monde non plus sur la Classica Saint-Sébastien. Donc je me dis, ouais, bah on roule toute la journée pour George Bennett qui fait 16e d'une étape. Bon, bah c'est une stratégie à la Bahreïn ou à la Movistar, ça, du côté d'Israël. Ouais, je pense que c'était pas à eux de rouler, il y avait d'autres équipes qui avaient plus de favoris à rouler. Alors est-ce qu'ils ont été punis parce qu'ils n'avaient pas pris l'échappée? Mais très surpris de les voir rouler pour George Bennett. Enfin vraiment, j'ai pas compris. Quand tu vois le collectif au départ, tu te dis ah oui, on roule pour George Bennett. Alors déjà, c'était pas le leader de l'équipe au début, mais c'est vrai que tout le monde a pris un peu des éclats du côté de cette formation, notamment hier Etchitelo qui est... c'était hier ou avant-hier, pardon, c'était avant-hier hein, que Etchitelo est tombé. Je sais plus, c'était il y a 1 ou 2 jours. Mais là, du côté de George Bennett, ouais, surpris qu'on roule pour George Bennett. Vraiment, je me disais, mais déjà je le disais quand il roulait aussi vite, je me suis dit, bah déjà ils sont sur 2, et ensuite, il roule pour Michael Woods, pour Dylan Teuns. Quand je vois Dylan Teuns rouler, je me dis, bon, bah il roule pas pour Dylan Teuns. Après, je vois Michael Woods, je me dis, putain, il est quand même déjà haut dans la file pour que ça soit pour lui. Je me suis dit, mais vraiment, j'avais pas dans l'idée qu'il roulait pour George Bennett. Vraiment, je suis très surpris qu'ils aient roulé pour George Bennett aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Je suis surpris. Bon, bah Almeida. Ouais. Alors Almeida, Covid. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne quand même sur cette lubie qu'ont les coureurs de courir malgré qu'ils aient la Covid. Ça marche pas, hein. Enfin, voilà, on l'a vu à plusieurs reprises. Quand t'es Covidé, t'es pas bon. Et en plus, je me dis toujours, les conséquences sur le long terme de courir malade, au niveau notamment cardiaque. Je trouve que les coureurs
Alors les équipes aussi, hein, parce que pour moi les équipes devraient, même si le coureur veut repartir, le coureur veut tout donner. Enfin pour moi les Sandy du Jardin qui courent avec un poignet pété, enfin les Bennett, enfin pas les Bennett pardon, les mecs qui courent avec la Covid, on en a vu quelques-uns cette année, Ayuso notamment. Je trouve que c'est une idée à la con, mais vraiment. Parce que les coureurs ne pensent pas à leurs conséquences sur le long terme et les équipes. Parce que je rappelle que derrière, les équipes payent des contrats. Almeida, il a un contrat jusqu'à quand, Almeida? Du côté du AU. Hop. Almeida, il a un contrat jusqu'en 2026. Imaginons qu'Almeida, l'année prochaine, on décèle un problème cardiaque parce qu'il a couru avec la Covid. Ah bah il a un contrat jusqu'en 2026, il sera payé jusqu'en 2026 pour rien. Alors c'est UAE, mais dans d'autres cas, je trouve que c'est quand même une prise de risque. Par exemple, Sandy Dujardin, est-ce que ça ne va pas provoquer des problèmes de mobilité au niveau du poignet, ou est-ce que ça n'aurait pas des conséquences dans 2 ou 3 ans? C'est quand même dommage de prendre ces risques-là, je trouve, en sachant qu'en plus, il n'y a aucune chance que tu sois performant en étant malade. Donc alors oui, Almeida, il veut peut-être pas se retirer parce qu'il est dans le top 10 du général, mais il y a un moment, il faut savoir être intelligent, je pense. Il faut savoir être lucide. Mais si le coureur n'est pas lucide, pour moi, c'est l'équipe d'être lucide. Et pour moi, on ne devrait pas laisser un coureur partir avec la Covid. Vraiment. Je trouve que c'est une prise de risque. Bon, après, UAE et le bien-être des coureurs, c'est pas, voilà, c'est pas l'équipe qui est la mieux dotée de ce côté-là. Mais en plus, enfin, ça aurait permis peut-être d'adapter la stratégie parce qu'on aurait peut-être tout misé sur Sivakov aujourd'hui. Or, on a eu le sentiment qu'on misait pas tout sur Sivakov. Sivakov qui était mal placé à l'entrée de la dernière bosse. Donc il est obligé de faire un effort déjà pour se replacer. Il a tenté de suivre aussi le groupe Carapaz, Roglic, Van O'Connor. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne idée du côté de Sivakov. Mais là aujourd'hui, le général du côté du AE, c'est Del Toro qui est le meilleur coureur à 17e, Sivakov 20e, Almeida 26. Avec quand même... alors Sivakov est à 2 minutes de masse, Del Toro est à 1,30 et Almeida est à 4 minutes d'Henrik Mas. Donc voilà, on pourra avoir un petit peu un référentiel. Donc ça va vraiment pas être évident d'avoir un bon classement général. Et en plus Almeida, enfin demain, s'il est covidé aujourd'hui, vu la performance qu'il a eu aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais alors demain, on est sur du 4005 de dénivelé positif, ça va être une hécatombe pour lui. Hein. Enfin voilà, ça va être une catastrophe. Donc j'ai du mal à comprendre les motivations pour faire ce genre de choses. Uijtebroek, pas top, hein, Uijtebroek aujourd'hui. Pas top du tout. 47e. Bon, hier, il semblerait qu'il ait eu un coup de chaud. Enfin, il n'était pas bien à l'arrivée de l'étape. Lui, il a dit qu'il a eu un coup de chaud. En fait, moi, c'est ce qui me pose problème avec Uijtebroek, c'est qu'il y a toujours une excuse sur ses contre-performances. Enfin, il y a une excuse, il y a toujours une raison qui arrive. J'aime pas le froid, j'aime pas les côtes punchy, j'aime pas la pluie, les descentes, c'est pas mon point fort. Là, je supporte pas la chaleur. Il y a un moment, mec, tu vas être leader du classement général. Voilà, tu vas être l'un des meilleurs coureurs du monde. Remco Evenepoel, il sort pas une excuse tous les 36 du mois. Il dit il a été mauvais, il a été mauvais. Bon, par exemple. Ouais, il y a un moment, faut y aller, quoi. Faut aller au charbon. Et là, me semble-t-il quand même à Uijtebroek que cette année, la performance n'est pas là. Alors, je trouve aussi que la programmation de saison de la Visma Lease Bike est pas exceptionnelle pour Uijtebroek parce que quand vous regardez bien, bon, il a 49 jours de course dans les pattes, hein, ce qui n'est pas énorme, mais il fait Grande Camino, c'est-à-dire qu'il commence fin février. Sauf que son objectif numéro 1, c'est le Giro, donc ça laisse quand même peu de temps de se préparer pour voir où on en est. Il aurait peut-être mieux fallu commencer sur une course un petit peu plus tôt dans l'année. Derrière, il fait Tirreno. Bon, tu as un choix de toute manière en mars, Tirreno ou le Tour... enfin Tirreno ou Paris-Nice, c'est un choix à faire en mars. Derrière, il fait le Tour de Catalogne. Moi, j'aurais pas enchaîné les deux aussi vite. Moi, je trouve que ce qui est mieux, c'est de faire Tirreno Tour des Alpes. En sachant qu'en plus, il n'a pas fait non plus les classiques ardennaises. Donc, moi, je pense qu'il aurait mieux fallu faire Tirreno, stage, Tour des Alpes.
Moi, je pense que c'est ce qui a été plus intéressant. Derrière, il fait le Tour d'Italie. Bon, il tombe malade. Bim. Covid, je crois. Donc lui, il abandonne. Il a été intelligent là-dessus. Mais ensuite, on lui fait faire le Tour de Suisse. Il y aura peut-être eu d'autres courses plus intéressantes que enfin, je trouve que le Tour de Suisse, c'est une course qui est très exigeante physiquement. Pour reprendre après un Tour d'Italie que tu as abandonné, pour une remise en route, c'est quand même, voilà, pas n'importe quelle course. Le Tour de Suisse, comme les Dauphinés, ce sont deux courses exigeantes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une autre épreuve auquel participait Visma, peut-être un peu moins dur? Ensuite, il fait le Tour de Burgos, mais ce qui fait que là, de nouveau, il y a eu 1 mois et demi de battement. C'est-à-dire qu'après son Tour d'Italie, il y a 3 semaines avant qu'il fasse le Tour de Suisse. Après le Tour de Suisse, il y a 1 mois et demi avant le Tour de Burgos. Putain, et si tu te plantes au Tour de Burgos, bah ça laisse quand même... C'est impossible de se refaire la cerise. Enfin, de remodifier un petit peu ton pic de forme pour le Tour d'Espagne. Pour moi, la vraie raison qu'il n'est pas performant, c'est il n'est pas en forme, tout simplement. Et quand t'es pas en forme, bah, des fois t'es un peu plus réceptif en plus aux maladies, aux trucs qui traînent à droite à gauche, au coup de soleil, voilà, parce que t'es déjà pas bien. Mais au coup de chaud plutôt qu'au coup de soleil. Mais je pense que la raison c'est qu'il n'est pas au top de sa forme. Et que la raison, c'est que la Visma, enfin, ils se sont plantés sur la programmation de saison. Alors, est-ce que c'est lui qui a demandé à participer à ces courses-là? Est-ce que c'est la Visma voilà, qui a voulu avoir cette programmation-là de saison et que c'était pas l'idéal? Je pense que là, il y a eu un raté du côté de cette formation. C'est vrai que là, la saison est pas bonne. Hein, 327 points UCI, je vous en parlais il y a quelques jours. C'est vraiment pas bon. Pour un mec, encore une fois, qui a cassé son contrat, qui est arrivé dans l'idée en disant je vais être la nouvelle star du cyclisme, bah, prouve-le à un moment sur le terrain. Prouve-le et arrête de te trouver, de balancer des excuses à droite à gauche. À un moment, dis je suis pas bon et il faut que je progresse surtout. Parce que là, pour le moment, il dit je supporte pas la chaleur, je supporte pas ça. Mais bon, quand tu sais que tu vas faire la Vuelta, je pense que la chaleur, ça fait partie de la Vuelta, surtout actuellement d'une Vuelta qui part mi-août. Bon, en sachant qu'on allait traverser l'Andalousie sur la première semaine de course, bah, fallait se préparer physiquement, quoi. Fallait travailler dans des chambres spécifiques. Je pense que la Visma, et même si la Visma ne le peut pas, je pense que ça existe en Belgique, ça existe en France, hein, notamment des chambres qui sont prévues, notamment dans les Crêpes, pour pouvoir performer dans des températures extrêmement chaudes. On avait mis ça en place, notamment dans les Crêpes, avant Tokyo, parce qu'on s'était aperçu que Tokyo, il y avait énormément d'humidité et de la chaleur, que ça n'allait pas être évident d'être performant. C'est-à-dire qu'on peut reproduire des conditions de chaleur où on dépasse les 40 degrés, par exemple. Et plus vous travaillez ça, alors même si, plus le corps s'habitue à ces hautes températures, et plus vous arrivez à être performant dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'il faut que le corps s'adapte à un moment, et il trouve des astuces pour s'adapter. Même si, encore une fois, il faut que ça soit fait dans des protocoles où vous ne roulez pas pendant 4 heures dans une chambre à 45 degrés, parce que là, sinon, physiquement, vous allez être pas bien. Bon, bah voilà, c'est pas une fin en soi de pas supporter la chaleur, surtout que quand tu supportes pas le froid, normalement, tu supportes la chaleur, tu supportes l'un ou l'autre. Donc à un moment, c'est rare les mecs qui supportent pas les deux, et si tu supportes pas les deux, tu vas pas sur un grand tour, tu vas pas essayer d'être le meilleur grimpeur du monde. À un moment, tu sais que les grands tours, il y en a quand même 2 qui ont lieu dans des conditions de chaleur qui peuvent être intenses. Faut se préparer physiquement dans ce genre de situation. Voilà. Et puis en plus, pour moi, la chaleur, il a participé à un Tour de l'Avenir. Tour de l'Avenir fin août. Il faisait pas 4 degrés quand il a participé à cette épreuve en 2022. Hein. Donc il y a un moment, faut aussi l'avoir en tête. Hein, il faisait pas moins 1000 non plus sur tout le parcours. Il faisait déjà 28 à Yonax par exemple. À la Toussuire, il faisait combien? Il faisait 24 degrés à la Toussuire, c'est-à-dire que de moyenne, hein. C'est-à-dire qu'en bas, il devait faire extrêmement chaud. À La Roche-sur-Yon, il faisait 24 degrés aussi. Ça reste raisonnable pour une étape de ce type-là, mais bon, quand tu participes à le Tour de l'Avenir, et puis il a fait d'autres courses quand même où il a dû avoir de la chaleur dans sa carrière. L'année dernière, par exemple, il fait la Vuelta. Elle ne se déroule pas sous des températures où il fait 3 degrés non plus, hein, l'année dernière la Volta, même si c'était plus tard dans la saison. Si je prends Alia Valenbré, il faisait 26 de moyenne. Hein. Si je prends au col du Tourmalet, il faisait 26 de moyenne aussi. Donc je pense que
C'est surtout que cette année, les jambes sont pas bonnes. C'est surtout ça la raison. Voilà, et je pense qu'il faut qu'il arrête de balancer des excuses. Parce qu'il a déjà été performant. En plus, oui, sur la Volta l'année dernière, il faisait pas moins 4. Et puis en plus, Sepkus est tombé, perd 1 minute aujourd'hui, donc c'est pas la bonne journée pour la Visma. En même temps, du côté de Sepkus, peut-être que l'effort qu'il a fait hier, hein, ça a coûté dans les jambes aussi. Hein, ça a écroulé pendant 20-25 bornes pour Van Aert. Au bout d'un moment, ça a des conséquences sur le physique. Je termine avec Ben O'Connor. C'est pas la première fois hein, pour Ben O'Connor. Déjà, je comprends pas certains disaient il est pas bon sur les cols longs et il est bon sur les cols courts. Non, il a jamais été bon sur des cols de 4 km 5 km. Sinon, il aurait remporté la Flèche Wallonne s'il était bon sur des cols de ce type-là. Enfin, il y a un moment, Ben O'Connor. Ben O'Connor, surtout, je pense que c'est un coureur qui a tendance à se mettre en sur-régime. C'est pas la première fois qu'il le fait cette saison. UAE Tour, il se met légèrement en sur-régime dans la dernière étape. Giro, on se souvient de l'étape où Pogacar s'impose, la première étape où Pogacar s'impose, donc l'étape numéro 2, il se met en sur-régime, il perd 1 minute dans la tête. Ben O'Connor, il le dit lui-même, j'ai pas été finaux, voilà, j'ai raté la bonne occasion. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore mis en sur-régime. Ça lui coûte cher, hein, parce que le dernier kilomètre, il perd 10 secondes, hein, quand même aujourd'hui. Hein. Rien que dans le dernier kilomètre. Je pense qu'il a voulu suivre à tout prix Roglic dans ses premières attaques. Et ça, c'était pas une bonne idée. Il fallait plutôt prendre son rythme. Roglic, en plus, peut-être que ça sera regardé entre Carapaz et lui, mais il fallait qu'il prenne son rythme. Il avait encore Félix Gall. Encore une fois, il a une équipe qui est solide, donc il faut s'en servir. Il fallait qu'il suive Félix Gall et qu'il ne se mette pas dans le rouge. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est mis dans le rouge. Alors, il a encore 3 minutes 49 d'avance, mais encore une fois, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Et puis, comme cette année en plus, il a mal fini le Giro, même s'il tient 3 semaines d'habitude Ben O'Connor, j'espère que ça ne va pas se répéter. Parce que la 3e semaine, elle est dure hein, sur cette Vuelta, notamment l'étape, on finit par un chrono qui est assez long, même s'il est plutôt plat, mais on a l'étape de la veille du chrono, l'étape de samedi, qui est, je crois, l'étape peut-être avec le plus de dénivelé positif sur cette Vuelta. Donc voilà, il ne faut pas se rater sur les derniers jours de course. Et là, Ben O'Connor, il n'y a pas de certitude totale non plus. Et comme il vient de se refaire un petit peu la même chose que sur le Giro, j'espère que ça ne va pas se reproduire du côté de Ben O'Connor. Voilà, du côté du coureur australien. Mais dire qu'il n'est pas bon sur les longs cols, quand il s'impose en plus sur le Giro, c'est pas comme si c'était l'étape de... C'est une étape avec 5600 mètres de dénivelé positif, dans des conditions exécrables en plus, hein, là, ce jour-là. Au profil de l'étape, je crois qu'il était dans l'échappée, mais profil quand même de l'étape de la journée. Forcella Valbona, 21 km. Monte Bodone, 20 km. Passo d'Urone, 10 km. Manoda di Campiglio, 12 km quand même. Hein. C'est pas des petits cols. Et 5600 mètres de dénivelé positif. 204 km de course. Voilà. Hein, donc, alors je sais bien que c'était il y a 4 ans, mais quand même, pour moi, Ben O'Connor, il a déjà été performant sur des longs cols. Quand il gagne sur le Tour de France, oui, c'est l'arrivée à Tignes. Alors Tignes, c'est pas un col très dur en termes de pourcentage, ça dure 30 bornes, Tignes. Hein. Et il y avait le col du Pré, 12 km 5, enchaîné avec le Cornet de Rosselin, le col des Saisies aussi, et Tignes, voilà, c'est 20 km 8. Je pensais que c'était 30 km, mais là c'était... Donc non, il supporte l'altitude aussi, mais là, je crois qu'il a vraiment souffert sur cette étape. Voilà, Ben O'Connor. Donc j'espère que ça ne va pas se reproduire. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Un petit point sur les différents classements de cette journée. On commence avec Primoz Roglic, qui est pour le moment, donc qui est même et qui sera le vainqueur de cette étape de Hendrik Mas. Vous voyez, pas d'écart de points. L'écart au sommet était trop court entre les deux. Landa prend la 3e place devant Tiberi et Skelmoseux qui se réveille, le coureur de la Lidl Trek, qui avait eu un début de course assez discret. On retrouve ensuite Carlos Rodriguez aussi, qui commence à monter en puissance. Terrada, Eddie Dunbar, Van Velt et Jack Haig, mais Eddie Dunbar avait déjà perdu, je crois, pas loin de 3 minutes. Vous voyez que Ben O'Connor perd du temps et que Félix Gall a fini devant Ben O'Connor, comme on le disait précédemment. Si on descend un petit peu dans ce classement, le meilleur coureur donc de la UAE, c'est Del Toro devant Adam Yates à 1,01 et 1,03. Jean Almeida
Lui, il finit à 4,53 aujourd'hui, donc 5 minutes de perdu avec cette chute. Et Sepkus, je ne sais plus où il est, mais il a perdu également du temps. Il perd 1,07, voilà, Sepkus. Parmi les derniers du jour, Roger Adria à 19 minutes 12, il faut dire qu'il a fait quand même un sacré boulot du côté de la Red Bull au Brands-Grohe. Puis Elie Gebert n'avait pas pris le départ ce matin, je l'avais mis comme macro Scott. Ça, c'est la malédiction. Il y avait eu ça pendant un Giro. Je sais plus, c'était il y a 2 ou 3 ans, où à chaque fois je mettais un mec, à chaque fois il abandonnait le lendemain. C'était phénoménal. Et puis Brian Cocard, la Vuelta de Brian Cocard est similaire à son Tour de France. C'est la cata. Voilà. Il n'était pas en forme. De toute manière, je suis pas sûr que c'était la bonne idée du siècle de doubler. Encore une fois, moi j'aurais plutôt pris Milan Fretin pour voir ce que ça aurait donné sur cette Vuelta du côté du coureur belge. Du côté du classement général, Ben O'Connor est toujours en tête, mais il n'a plus que 3 minutes 49 d'avance sur Primoz Roglic. Enric Mas à 4,31, 5 minutes pour Tiberi, Landa à 5,13, Van Etvelt à 5,15, 5,19 pour Rodriguez, Kielmose à 5,24, Lipovitz à 5,25 et 5,26 voilà pour Félix Gall. Vous voyez qu'entre grosso modo la 4e place de Tiberi et la 19e place de Vlasov, ça se tient en 2,06 voilà au niveau du classement, donc ça reste extrêmement serré. Le premier français, c'est David Gaudu qui est 16e pour le moment à 6 minutes 30, et la lanterne rouge pour le moment de cette Vuelta, c'est Tim Naberman qui a déjà à 1h27 pas très loin d'Oscar Hezebeck et De Marchi, donc qui a gagné des places dans ce classement. Alessandro De Marchi, parce qu'hier il était lanterne rouge, il est désormais 165e de ce classement, mais pour le moment on ne l'a toujours pas vu. De Marchi du côté du maillot vert, Van Aert est toujours en tête, pas de points pris par rapport à Cadengrove, Pavel Dizner 3e, Roglic prend la 4e place devant Vacek 5e et Stefan Kung 6e. On retrouve ensuite le classement de la montagne. Primoz Roglic passe en tête. C'est toujours Moniquet qui portera le maillot demain. Non, c'est Roglic qui portera le maillot. Non, je dis une connerie, parce que Roglic n'a toujours pas le maillot rouge. Donc non, Roglic portera le maillot demain. Zana est 3e, Sanchez 4e, Luis André Maté 5e. Mais demain, avec tous les points qu'il va falloir accumuler, je pense qu'on aura un leader du général qui sera en tête du classement de la montagne dès demain. Enfin, peut-être même Roglic. Tiberi, toujours en tête du maillot blanc, il a un peu augmenté son avance, il était à 6 secondes, il est désormais à 15 secondes. Skelmose prend la 3e place à Lipovitz, 24 et 25 secondes. Rodriguez à 56 secondes, donc vous voyez, c'est encore très serré. Del Toro à 1,32, c'est pas terminé non plus pour le coureur mexicain, ça va peut-être devenir même l'objectif de la UAE pour réussir, sauver les meubles sur ce Tour d'Espagne. Et puis la Decathlon, toujours en tête du classement par équipe, même s'ils ont perdu 1 minute par rapport à la Red Bull Brands-Grohe. UAE est à 5,13, Israël à 8,02, 9,33 pour la Movistar, la dernière équipe, et Alpecin à 1h34 de retard. Demain, présentation 7h, et il va falloir la suivre parce que ça va être une étape très compliquée demain, avec un petit circuit dans le final, un peu comme aujourd'hui. On va prendre 2 fois la même côte, ça c'était un peu différent aujourd'hui, mais on va avoir encore un petit circuit sur l'étape de demain autour de Grenade, donc toujours en Andalousie. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.